Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les barricades, les grèves, les cortèges ne sont donc pas des accidents. Vous voyez, ils sont devenus un langage dangereux, parfois tragique, mais un langage qui dit quand même quelque chose. Dans la France du 19e siècle, le peuple n'est pas condamné au silence, il peut agir, il peut se faire entendre, et parfois, il peut donc renverser un régime. Juin 1848 maintenant. Ce mois a laissé une plaie ouverte. La République que tant de monde espérait fraternelle, sociale, formidable, etc., s'est montrée effectivement implacable. Des milliers d'ouvriers tués, emprisonnés, déportés. Dans les quartiers populaires, le souvenir est évidemment amer. Cette République n'est pas la leur. Ce traumatisme explique en partie l'échec qui va suivre. Parce qu'en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du grand Napoléon, président élu au suffrage universel, qui est le premier président élu au suffrage universel, il faudra attendre le général de Gaulle pour avoir le deuxième, organise donc un coup d'État. En quelques heures, il dissout l'Assemblée, rétablit son pouvoir personnel. 3 ans plus tard, il se fait proclamer empereur. C'est le Second Empire. L'Empire s'affirme d'abord comme autoritaire. La presse, vous le savez, est muselée, les opposants traqués, les réunions interdites, j'ai fait des émissions là-dessus. Pourtant, même dans cet étau, les résistances ne vont pas cesser. Elles se déplacent, elles s'inventent autrement. On chante, on murmure, on complote aussi dans les arrière-salles. Les campagnes connaissent des poussées de colère, évidemment. Et puis, progressivement, l'Empire se libéralise, contraint par la pression des forces sociales. Dans les années 1860, Napoléon III autorise, alors c'est vrai, timidement au début, les syndicats. Il accepte un droit de grève encadré. C'est donc une brèche qui est ouverte. Les ouvriers s'en saisissent immédiatement et des grèves éclatent dans les mines, les ateliers, les chantiers. La rue reprend vie. C'est dans ce contexte-là que va naître l'Internationale ouvrière en 1864. Et l'idée est très simple, puissante, unir les travailleurs par-delà les frontières. À Paris, à Lyon, à Marseille, vous avez des sections qui vont se former. On discute, on échange, on rêve d'une solidarité mondiale. L'État s'en méfie évidemment, mais le mouvement est lancé. Pour la première fois, les ouvriers français s'inscrivent dans une histoire plus vaste, justement, qui dépasse la nation. Et puis survient 1870. La guerre contre la Prusse tourne au désastre, vous savez. Sedan, la défaite, l'empereur capturé, le Second Empire qui s'effondre. Ouais, tout ça est quand même assez fragile. Il ne faut pas grand-chose pour que des régimes s'effondrent, en fait. La Troisième République est donc proclamée dans la précipitation, mais la guerre continue, en fait. Et Paris est assiégé par les troupes prussiennes. La famine, le froid, l'humiliation, ça fait beaucoup, tout ça ronge la capitale. Quand l'armistice est enfin signé en janvier 1871, la colère est immense et j'allais dire, elle est à son comble. Le nouveau gouvernement jugé trop conciliant, trop bourgeois, trop lointain aussi, décide de désarmer la garde nationale. Alors là, c'est l'explosion. Paris se soulève. Paris est dangereux, vous savez. La commune de Paris en mars 1871 est l'un des épisodes les plus fascinants et tragiques, c'est vrai, de l'histoire des mouvements sociaux. Pendant 2 mois, il faut imaginer ça, la capitale se gouverne elle-même. Les communards inventent une démocratie directe, multiplient les clubs, instaurent des mesures sociales, écoles gratuites et laïques, reconnaissance de l'union libre, moratoire sur les loyers. Vous voyez, il y a un véritable gouvernement. C'est un laboratoire, un rêve en marche et en acte. Mais ce rêve va se heurter quand même à la peur du pouvoir central. Le gouvernement réfugié à Versailles mobilise l'armée. En mai, la répression est féroce, vous le savez, ce qu'on appelle la semaine sanglante qui fait des dizaines de milliers de morts. Les rues de Paris sont jonchées de cadavres, les exécutions sommaires se succèdent, la commune est écrasée véritablement, mais elle devient un véritable symbole, un véritable mythe. Pour des générations de militants, tout simplement, elle incarne la possibilité d'un autre monde. Et après ce bain de sang, la Troisième République s'installe. Les premières années sont marquées par une peur sociale, on va dire, persistante. On a vu ça dans plein d'émissions ensemble. Mais peu à peu, la République se consolide. Dans les années 1870 et 1880, les syndicats se développent, malgré ou
à cause, mais bon, malgré la surveillance policière, le droit de grève reconnu en 1864 est exercé de plus en plus souvent. Des grèves éclatent dans les mines, les chemins de fer, les grands chantiers. Les manifestations du 1er mai, inspirées par l'Internationale, deviennent à ce moment-là un véritable rituel. Et vous avez tous ces romans qui parlent de ça, bien sûr Zola et tant d'autres. C'est une époque où se forge la culture ouvrière. Les journaux, les coopératives, les associations mutualistes créent des liens entre travailleurs. On chante l'Internationale, écrite en 1871 par Eugène Pottier, communard rescapé. On lit des brochures militantes, on débat dans les cafés, on se retrouve dans les bourses du travail. L'identité ouvrière se structure, se politise. La République, avec un grand R, au départ répressive, doit maintenant composer avec cette nouvelle force, cette force montante. À la fin du XIXe siècle, la France a donc changé. Les révoltes paysannes restent nombreuses, mais le centre de gravité des mouvements sociaux s'est déplacé. Il s'est déplacé, vous l'avez compris, vers les villes, vers les usines, vers le monde ouvrier. Alors les barricades n'ont pas disparu, mais elles laissent de plus en plus place à d'autres formes d'action. Les grèves, les cortèges, les manifestations. Le mouvement social n'est plus seulement une explosion de colère, il devient une organisation, une culture, une mémoire. C'est pour ça que j'ai commencé que j'ai fait juste ces 2 siècles-là, parce que d'autres mouvements, effectivement, dans l'histoire qu'on a connus, que ce soit Ouvrard, etc., il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de mémoire, il n'y avait pas tout ça. Là, on peut dire vraiment qu'on est dedans. Et pourtant, la violence reste présente. C'est pas parce que c'est organisé qu'il n'y a pas de violence. Et on le voit encore aujourd'hui avec certains énergumènes complètement barbarisés. On voit tout à fait ce qui se passe. Les souvenirs des canuts en juin 1848, de la Commune, hante encore les esprits. La République sait que le peuple peut se lever à tout moment. Les ouvriers savent, eux, que leur force collective peut ébranler les puissants. Ce face-à-face, déjà, annonce les grandes batailles du XXe siècle. Au tournant des années 1880, la France sort lentement des traumatismes de ce 19e siècle que je viens de vous évoquer. Alors évidemment, bien sûr, vous avez compris, ce 19e siècle n'est pas, continuellement marqué par des manifestations, par tout ça. Là, on est sur ce sujet seul. C'est un peu la problématique de ces émissions. On parle d'un sujet et évidemment, on occulte tous les autres. Pendant ces années-là, il se passe énormément de choses, bien sûr, des choses merveilleuses, des choses formidables, bien entendu. Mais là, on est dans ce sujet des mouvements sociaux. Donc au tournant de ces années 1880, la Troisième République qui est encore fragile, elle s'installe sur les ruines quand même de la Commune de Paris. Les conservateurs la jugent illégitime, cette République. Les monarchistes rêvent encore de restauration. Mais peu à peu, quand même, l'idée républicaine s'impose. Les lois Ferry sur l'école laïque, les grandes réformes électorales, la liberté de réunion, la liberté de la presse, de réunion syndicale, donnent un souffle nouveau à la vie politique. Pourtant, derrière cette consolidation institutionnelle, la rue continue quand même de gronder. Le mouvement ouvrier prend une ampleur nouvelle. En 1884, la loi Waldeck-Rousseau légalise les syndicats. Cette reconnaissance est décisive. Elle offre enfin un cadre légal à une énergie qui jusque-là, comme je le disais tout à l'heure, explosait un peu par à-coups. Les ouvriers s'organisent donc dans les mines, les chemins de fer, les ports, les usines textiles, finalement là où tout se passe. Les grèves donc se multiplient, mieux coordonnées, plus massives. Elles sont désormais relayées dans la presse et débattues au Parlement. La question sociale n'est plus une affaire marginale, elle entre carrément au cœur de la République. C'est aussi, comme je vous disais un peu, la naissance, l'époque de la naissance du 1er mai. En 1886 aux États-Unis, des ouvriers de Chicago réclament la journée de 8 heures. La répression sanglante choque l'opinion internationale. 3 ans plus tard, en 1889, c'est dingue d'imaginer ça aux États-Unis, le Congrès de l'Internationale socialiste à Paris décide de faire du 1er mai une journée de mobilisation mondiale. Mondiale, je dis bien mondiale. En France, les premières manifestations sont tendues et violemment réprimées, mais très vite, le rituel s'installe. Chaque année, le peuple descend dans la rue pour revendiquer du temps, du droit, de la dignité.
Le 1er mai devient une fête autant qu'une protestation, un moment où la rue s'affirme comme un espace légitime de la nation. Et encore aujourd'hui, vous pouvez participer à des tas de choses, manifestations qui sont... on s'éloigne parfois un peu du sujet. Restez gentil. Dans ces années-là, d'autres luttes éclatent. Les anarchistes mettent des actions spectaculaires, parfois violentes, qui secouent la société. Là, ça commence. Attentats à la bombe, assassinats politiques. Leur objectif, c'est de frapper les esprits, de montrer que l'ordre bourgeois est vulnérable. La répression est sévère, mais l'anarchisme laisse une empreinte elle aussi durable dans l'imaginaire, celui d'une révolte radicale, prête à tout pour abattre l'injustice, selon eux, l'injustice. Les campagnes, elles aussi, quand même, connaissent leur grande colère. En 1907, vous avez le midi viticole qui se soulève, les vignerons qui sont ruinés par la surproduction et les fraudes descendent par centaines de milliers dans les rues de Béziers, Narbonne et Montpellier. C'est l'un des plus grands mouvements sociaux de la Troisième République, tout simplement. Les cortèges sont immenses, on l'oublie trop souvent celui-là. Les cortèges sont vraiment impressionnants par le nombre, mais aussi par leur discipline et leur détermination. Du vin ou du sang, crient les manifestants, c'est important. L'armée est envoyée, des fusillades éclatent, les morts tombent, mais le pouvoir va finir par céder. Des mesures sont prises pour réguler le marché. Le mouvement a donc montré que même dans les campagnes, loin des usines et des villes industrielles, la mobilisation collective pouvait faire plier l'État. Et rassurez-vous, ils vont s'en souvenir. À la fin du siècle, la République est confrontée à un paradoxe. D'un côté, elle incarne de plus en plus le régime de la nation, consolidé par l'école, l'armée et la presse. De l'autre, elle doit composer avec une société traversée de colère et de revendications. Les syndicats regroupés dans la CGT, qui a été fondée en 1895, adoptent une ligne combative, la grève générale comme moyen d'émancipation. Le mot d'ordre est clair, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Cette confiance dans l'action directe, dans la rue, donne au mouvement ouvrier une force symbolique considérable. Dans les cafés ouvriers, les réunions syndicales, les meetings, même en plein air, une conscience nouvelle est en train de se forger. On ne se bat plus seulement pour un salaire ou contre une injustice ponctuelle, mais pour transformer la société. La rue devient ainsi le prolongement de la nation, un lieu où les Français expriment leurs droits, leur colère et leurs rêves. J'ai pas défini la CGT, mais je pense que vous savez que c'est Confédération Générale du Travail. Je pense que vous savez. Au tournant du XXe siècle, la France entre dans une ère d'industrialisation accélérée. Les usines s'agrandissent, les mines tournent à plein régime, les villes grossissent. Dans ce monde en mutation, les ouvriers et les paysans cherchent à peser davantage sur la vie publique. La République, maintenant, est installée. Elle semble solide, mais elle reste malgré tout traversée de tensions sociales profondes. Et de plus en plus, la rue, vous l'avez compris, devient le théâtre où se joue justement ce face-à-face. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.